Matinée pluvieuse sur Cotonou et environ. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre matinale. Nous sommes encore là pour vous communiquer la pêche et nous espérons surtout que vous prenez vos dispositions et que vous sortirez couverts. Bonjour, le Bénin s'installe une fois de plus. Merci d'être au rendez-vous et je suis là avec ma team. Ma team aujourd'hui, elle est équilibrée. J'ai un homme, quand je dis un homme, vous savez de qui il s'agit, le seul coq de la basse-cour et une femme également à mes côtés. Voilà, vous avez deviné, Patrick et Génial sont avec moi. Bonjour Patrick et Génial. Bonjour, oui, bonjour Jennifer. Comment allez-vous? Très bien. Et la pluie, elle est agréable. Oui, elle est agréable quand elle ne dérange pas. Agréable quand tu es dans ton lit et que tu la coules douce. Hein, mais là, nous, on a dû se taper. Et Oui, on a dû faire des pieds et des mains pour être là, mais c'est toujours pour votre plaisir, hein, chers téléspectateurs. Alors, Patrick, évidemment, ce n'est pas encore événement à la une, mais vous avez tout apprêté, n'est-ce pas? Oui, tout est prêt. On va faire le tour du Bénin. On va partir d'Abomey-Calavi pour Abomey et pour Parakou avant de revenir à Cotonou. Ah, j'aime particulièrement. Et Génial aussi, hein, elle a beaucoup de choses à nous dire. Vous savez que l'actualité brûle, n'est-ce pas? En tout cas. N'est-ce pas? Quoi, en tout cas, au sommaire, ce jeudi, mesdames, messieurs, événement à la une. Comme le disait Patrick, nous parlerons du Salon national du livre qui va bientôt sillonner plusieurs régions du Bénin. Une initiative passionnante qui célèbre la lecture, la culture et les mots. Mais vous le savez, Patrick ne s'en tient pas toujours à une information. Il y aura également d'autres couleurs qui vous seront présentées, d'autres événements très intéressants sur lesquels vous pouvez, pourquoi pas, faire un tour. On parlera également santé avec Heureuse d'annoncer. On s'intéresse aujourd'hui au cancer de la verge, un sujet délicat mais crucial, trop souvent négligé. Il peut avoir de lourdes conséquences. Restez avec nous pour mieux comprendre, prévenir et agir à temps. On parlera également portrait dans la rubrique portrait avec Ghislaine Adimi. Vous découvrirez aujourd'hui une jeune dame qui fait de la réparation de portables. C'est son métier et on la surnomme le médecin des téléphones. Pourquoi ce surnom particulier? Restez avec nous pour le savoir. On passe tout de suite au premier plateau, le bulletin d'information. Aujourd'hui, Génial, vous avez une question spéciale. Oui, une question pour eux, mais d'abord pour vous. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment se porte le secteur de la santé au Bénin aujourd'hui? Je sais qu'il y a de grandes avancées. Je sais que beaucoup de choses sont mises en place dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a eu un grand hôpital dont le Bénin peut se targuer le chic, mais je sais également que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, n'est-ce pas? Et qu'il y aura certainement d'autres améliorations. Enfin, vous avez fait le tour, hein? Mais on va essayer d'y voir plus clair avec justement cet élément. L'autorité de régulation du secteur de la santé vient de publier son tout premier rapport pour faire un véritable état des lieux du système sanitaire au Bénin, entre progrès notables et défis persistants. Et bien, ce document dresse le portrait d'un secteur, comme le disait Jennifer tout à l'heure, en pleine transformation. Élément du diagnostic, ce sera avec Macléod Adam Oussodi et Aman Rodrigue Améga. Pas à pas, le Bénin essaie de construire un système de santé résilient qui promeut les bonnes pratiques. En 2022, le président de la République a installé l'autorité de régulation de la santé, une sorte de vigile pour veiller à la réalisation du droit de la santé pour tous et l'amélioration continue de l'offre et de la qualité de soins. La régulation du secteur de la santé permettra à chaque Béninois d'espérer que désormais, les choses se feront autrement dans notre pays et pour de bon. La feuille de route est tracée. L'ARS a depuis lors pris ses marques. Et pour une première dans l'histoire, un rapport sur l'état du secteur de la santé au Bénin vient d'être dévoilé. Une émanation tripartite, ARS, ministère de la Santé, partenaires techniques. Ce rapport traduit la volonté du gouvernement, sous le leadership éclairé de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, de fonder les politiques publiques sur des données probantes et des évaluations indépendantes pour mieux orienter les décisions et renforcer la résilience de notre système de santé. Le document a débouché
Présentées à l'assistance, les données mises en évidence dans le document permettent d'aboutir à une conclusion réconfortante. Ce rapport ressort avec clarté que le pays a franchi des étapes décisives dans sa quête d'un système de santé robuste, plus équitable et plus résilient. Comme avancée notée, le taux de mortalité infantile passé de 100 pour 1000 naissances vivantes en 2014 à 93 pour 1000 en 2022. Ou encore, le taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié passé de 76% en 2018 à 82% en 2022. Un document détaillé qui donne une claire lisibilité. Ce rapport n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une série que je souhaite régulière. C'est pourquoi j'invite toutes les parties prenantes à toujours maintenir le cap. Entre progrès notables et déficits majeurs à combler, le rapport de l'ARS suggère un engagement politique plus accru et avec ce repère, l'ARS souhaite faire progresser de façon concrète sa raison d'être, la pleine jouissance du droit à la santé pour tous au Bénin. Campagne contre la corruption et les fraudes électorales au Bénin. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption sensibilise différentes cibles sur les méfaits du fléau de la corruption et les moyens de prévention. Une mission nationale itinérante a démarré par la commune de Lokossa et vous allez le voir, les interlocuteurs, les tout premiers, eh bien, ce sont des écoliers. Les détails, ce sera avec Samira Tchabimane et Évariste Zomaon. Ces écoliers de l'école primaire publique Centre de Lokossa ont eu la chance de comprendre, grâce à cette mission du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, les méfaits de cet acte sur le développement local, voire national. J'ai retenu que la corruption, c'est une maladie, qu'il faut éviter la corruption, car elle freine le développement du pays. Nous sommes allés chercher dans leur environnement les conséquences liées au retard, les devoirs non accomplis. Désormais ambassadeurs du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ces enfants ont pour mission de décourager toute personne animée par le désir de poser un acte de corruption ou d'en être complice. Des graines d'espoir semées qui, assurément, vont donner de bons fruits dans cette lutte contre ce fléau qui retarde le développement. Les acteurs du système éducatif se sont réunis pour poser les bases d'une coordination renforcée. La synergie sera opérée par un comité interministériel. Son rôle est bien piloter la qualité de l'éducation et cette brigade a tenu ses toutes premières assises. Hilaire Kodjo et Rodrigue Blandouma. Les effets du projet d'appui à la qualité de l'éducation sont perceptibles sur le terrain. Grâce à sa première phase, des milliers d'enfants, filles et garçons ont pu achever leur cycle scolaire dans de meilleures conditions. Le projet est reconduit pour 4 ans et pour aller plus loin, il faut bien le piloter. Les leçons tirées de la phase 1 du paquet, notamment celles relatives au renforcement de l'institutionnalisation du programme, ont conduit à la création d'un comité interministériel de pilotage de la qualité de l'éducation pour assurer le pilotage et le suivi stratégique du programme. Son installation officielle est indispensable afin de le rendre opérationnel. Une instance stratégique chargée d'orienter la mise en œuvre du programme avec l'appui financier de la coopération suisse. Même si notre appui direct au secteur de l'éducation évolue, nous continuerons à soutenir les initiatives qui contribuent à créer un environnement sûr, stimulant et porteur d'avenir pour chaque enfant. La réussite de ce dispositif dépendra avant tout de votre engagement, de notre engagement, de notre sens du devoir et de votre capacité à agir en synergie. Le comité interministériel du PAC, c'est l'intelligence collective au service de l'équité scolaire. Une première session couplée à cette cérémonie d'installation
et déjà des engagements forts, une ambition claire. Faire de l'éducation un droit pleinement réalisé pour tous les enfants, sans discrimination. La coopération bilatérale reste un levier important de la diplomatie béninoise et vous le savez, parmi les partenaires fidèles du Bénin figure la Chine avec des relations toujours plus solides et 3 activités majeures ont récemment illustré cette amitié entre les 2 pays. Ghislain Poga et Françoise Issou. La coopération entre la République du Bénin et la République populaire de Chine plus active que jamais. Une délégation de l'ambassade de la Chine près le Bénin est à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Objectif, remise d'un lot de matériel informatique à la HAC. 10 ordinateurs, 6 imprimantes, 5 photocopieurs et 6 disques durs. Pour le président de l'institution, avec ce lot, il faut équiper davantage les démembrements de la HAC dans les départements du pays. On espère que ce geste peut accompagner dans les efforts de la HAC de modernisation et de transformation numérique pour qu'elle puisse contribuer davantage au développement du pays. Quelques jours plus tôt, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin était dans les locaux de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB-SA, pour un geste similaire. Et en fin de semaine dernière, le Palais des Congrès a abrité un défilé de mode au cours duquel des modèles chinois sont exhibés aux côtés des confections béninoises. On s'intéresse à présent au mois de l'entrepreneuriat. Les créateurs de richesses sont à l'honneur. La campagne promotionnelle qui y est dédiée a été lancée à l'université de Parakou. Un symbole, c'est dire si nos entrepreneurs seront au cœur de toutes les attentions, celles gouvernementales mais aussi des experts. Je déclare officiellement lancé le mois de l'entrepreneuriat du Bénin 2025. Un mois durant, des actions vont être consacrées à la promotion de la création d'entreprises et au soutien de celles déjà existantes. Il s'agit d'un rendez-vous annuel, nous le faisons chaque année, qui est dédié à la promotion de la culture de l'entrepreneuriat, à la valorisation de vos initiatives et au renforcement de l'écosystème des PME sur l'ensemble du territoire. Cette initiative réjouit les autorités de l'université de Parakou dans le cadre du renforcement de la dynamique de la formation à l'entrepreneuriat. L'université de Parakou est désormais fière de jouer un rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin, car tous ces centres et bien d'autres initiatives ont pour but d'encourager les étudiants à développer leurs idées et à créer leur propre entreprise. Les partenaires et l'État béninois s'engagent à soutenir les idées d'entreprise pour le développement du Bénin. L'Union européenne est fière de soutenir cette 2e édition aux côtés des autorités béninoises et de ses partenaires dans le cadre d'une approche Team Europe, Équipe Europe. Cette approche rassemble l'Union européenne, ses États membres et leurs institutions financières pour mobiliser le secteur privé et stimuler les investissements créateurs d'emplois et d'impact. Le gouvernement demeure fermement engagé à consolider l'environnement des affaires, à faciliter l'accès au financement et au marché, à encourager la formalisation progressive des activités informelles et soutenir la montée en gamme de nos entreprises vers plus de compétitivité et d'innovation. Le gouvernement invite les citoyens à s'inscrire dans la culture entrepreneuriale pour la croissance économique du Bénin. Parlons à présent de cette initiative du ministère des Sports à Parakou. Des responsables d'associations des jeunes, 50 en tout, venus de tous les départements du Bénin, ils sont forgés. Ils apprennent surtout à élaborer des politiques publiques. Abdoulofou Idrissou et Dorcas Tito Tchalédi. Ce ne sont pas de l'égalité des sexes. Les concepts sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, ainsi que les violences basées sur le genre, première thématique abordée à cette formation. Il y a plusieurs volets. Nous avons parlé de l'éducation à la vie familiale. On met un accent particulier sur le dialogue parent-enfant sur la sexualité. Et les parents quand même doivent être en mesure de pouvoir mettre en confiance leurs enfants afin que ces enfants-là puissent quand même se confier à eux. Ces responsables d'associations de jeunes leaders sont entre autres formés au leadership civique et à la vie associative. Si vous êtes sérieux, assidu et vous montrez de l'engagement, il va sans dire que l'année prochaine,
il y a toute une série de cohortes qui vont être emballées dans ce programme pour que, au bout de 2 ans, 3 ans, que nous ayons un effectif critique de jeunes outillés. Vous allez être de réels ambassadeurs, de réels relais au sein de vos associations, mais aussi au sein de vos communautés qui dirigent vos contrées pour montrer que vous avez appris quelque chose, pour que la voix de la jeunesse puisse compter désormais. 6 communications sont inscrites au programme de cette formation. Ces jeunes leaders recevront également les connaissances nécessaires en méthodologie d'élaboration d'une politique publique. Pendant ce temps, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, lui, poursuit sa tournée de sensibilisation à la promotion de la paix. Cette mission l'a conduit sur l'axe Parakou-Kika-Kabo. Pour lui, eh bien, la sécurité, la paix et le développement restent une priorité. Escale à la cour de la reine-mère de Kika dans la commune de Tchaourou. La reine-mère, en parlant tout à l'heure, a évoqué la route Pessou, Kabo, Kika. Pour réaliser cette route, on a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité. Mais si on n'a pas la paix, est-ce qu'on peut réaliser la route Parakou, Kabo, Kika? Si on n'a pas la paix, est-ce que les églises vont fonctionner? Si on n'a pas la paix, est-ce que les mosquées vont fonctionner? Si on n'a pas la paix, est-ce que nos couvents vont fonctionner? Le cap est ensuite mis sur Kabo, un village voisin du Nigeria. Mais pour s'y rendre, c'est un véritable parcours de combattants. Aujourd'hui, si tu quittes Parakou pour Kabo, tu vas faire 3 heures de temps, ce qui doit normalement faire 40 minutes, voire 35 minutes. Nous voulons que vous soyez le porte-parole direct de Kabo à l'endroit du monsieur le président Patrice Talon. Avec la réalisation de cette route, on pourra régler les problèmes de grand banditisme. Et c'est pour ça que je plaide à nouveau auprès du président de la République, auprès du gouvernement, que la route Parakou-Kika-Kabo soit vraiment une priorité. Le ministre conseiller a bouclé sa tournée par une rencontre à huis clos avec les chasseurs, les gardiens de la tradition et les forces de sécurité. C'est parti pour l'instant découverte des marchés ouverts. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin, mais je sens que Jennifer a encore envie de me garder un petit Absolument, peu. vous restez avec moi, vous savez que je vous aime beaucoup, j'aime votre compagnie. Et surtout qu'aujourd'hui, Patrick a beaucoup de choses à nous dire dans l'événement à la une. Peut-être que ça pourrait également vous intéresser. Ouais, mais d'abord, génial, vous m'avez posé la question, lancez l'élément. Je suis curieuse de connaître votre avis quand même, le secteur de la santé. Selon vous, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont faites et comment vous l'appréciez? Forcément, ça a bougé. Ça a bougé, vous en parliez tout à l'heure, le chic. Je n'y ai pas mis pied, pas encore, mais on a eu à travailler avec des collègues dessus, donc j'ai eu à voir au montage. Les images. Voilà, les images, donc c'est du lourd. Donc forcément, en termes d'avancée, il faut dire qu'en termes d'infrastructure, ça bouge beaucoup et on ne peut qu'espérer que ça aille encore plus de l'avant, on veut du mieux, voilà. Absolument, et n'est-ce pas, Patrick? Oui, du chic, c'est du chic. Du chic, c'est du chic. Et je suis toujours émerveillé chaque fois que je vois les images du chic. N'est-ce pas? Je me dis, c'est ce que je vois hors de mon pays. Absolument. Quand par hasard, je dois aller dans les centres hospitaliers hors du pays, c'est ce que je vois dans mon pays. Exactement. Dis, wow. C'est une fierté de se dire, oui, on pouvait, et on pourra toujours y aller, y arriver. On ne sera pas toujours à la en train d'y aller. Oui. Oui, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on y soit. Et voilà. On y est. Et on y est, oui. Et donc, c'est très heureux. Maintenant, le reste, il ne s'agit pas de dire, oui, est-ce que ce ne sera pas... Non, il faut qu'on arrête d'être toujours pessimiste. Absolument. Et qu'on garde l'optimisme. Je suis optimiste. Génial également est optimiste. Nous savons qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui seront faites pour le plaisir de chacun et pour le bonheur, la bonne santé. Pour le bien-être. Pour le bien-être, oui, merci. Des uns et des très, autres. très important. C'est tellement important que le bien-être, sans le bien-être, mais rien ne peut se faire. Vous avez tellement raison.
si vous êtes souffrant, si vous êtes souffrant déjà psychologiquement en vous disant, lorsque je suis malade, je vais tomber malade, je ne pourrai pas aller me soigner parce qu'il n'y a rien là. Quand vous êtes déjà abattu, absolument, vous ne pouvez pas être dans le bien-être. C'est le mental qui est... Absolument. Merci pour le petit coup de psychologie très, très important. Alors, Patrick, avant d'annoncer événement à la une, je le disais, vous parlez du Salon du Livre. Vous allez également parler de spectacle. On ne va pas spoiler, juste de théâtre également ou de musique, parce que je sais que vous aimez là. On va parler de théâtre, on va parler de danse. D'accord. Danse au corps, on va en parler tout à l'heure. N'est-ce pas? Et ce sera tout de suite dans Événement à la une. Forcément, je sens qu'on va commencer par le théâtre, parce que vous l'aimez bien, ou on passe à la danse, ou le salon du livre, parce que c'est l'actualité. En fait, j'ai des théâtres, on ne va pas trop parler de théâtre aujourd'hui, on réserve le spectacle de théâtre pour demain. Mais on parle de danse. Nous sautons directement à Abomey-Calavi. La danse Walla Danse Center, le centre dirigé par Rachel Agboussou. Qu'on ne présente plus dans le domaine. Et Reshmi Tota. Et tous les deux sont à la tête d'un centre de danse. C'est à Abomey-Calavi, non loin du centre hospitalier de Calavi. En effet. Et à Walla Centre Dance Center. Il va y arriver. Bien sûr, il va y arriver. Demain, vendredi, il y a un spectacle. Le vendredi 14 novembre 2025. Un spectacle qui est produit ou qui sera offert par une danseuse trapéziste. Trapéziste, le trapèze, vous connaissez la figure du trapèze, cette figure qu'on retrouve dans la géométrie. Mais le trapèze, c'est un instrument qui est accroché entre ciel et terre et dans lequel... Un peu comme on voit à l'écran. Voilà. Et on peut s'y installer pour pouvoir danser. Donc voilà une danseuse trapéziste qui a un spectacle qui est intitulé, je cherche le nom du spectacle, Comme une goutte d'eau dans... là, j'arrive pas à lire ce que moi-même j'ai écrit. Comme une goutte d'eau dans un bac... dans un sac à main. Dans un sac à main. Bravo. Est-ce qu'il y a une goutte d'eau dans un sac à main? On le saura. Oui, comme une goutte d'eau dans un sac à main. Génial, vous avez essayé la danse trapèze? J'essaie de faire le film. N'est-ce pas? Vous avez essayé la danse trapèze? On ne sait jamais. Peut-être dans une autre vie, qui sait? Peut-être que vous avez des talents cachés, qui sait? Ce que j'ai vu là, en hauteur, là, non, c'est bon. Je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à faire ce genre de prouesse là, de figure. Pourquoi moi je ne prendrais pas ce risque-là, rester dans le vide là? On nous dira que c'est une question de passion. Oui, une question de passion, une question d'équilibre dans la tête. N'est-ce pas? Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas équilibrés, nous autres. En fait, je ne pensais surtout pas qu'on pouvait en regarder, en observer chez nous ici au Bénin. C'était surtout ça. Oui. C'est possible. Et vous imaginez, pour pouvoir le faire, il faut un chapiteau assez vaste, il faut tout un organisme, tout un ensemble de machines pour pouvoir installer. Là, c'est une première, parce que c'est comme elle disait, jamais. C'est une première? Non, ce n'est pas une première, oui, mais ça se fait rarement. Parce que pour pouvoir installer ça, c'est du temps, c'est du matériel, c'est vraiment du matériel. Et ils ont pu installer ce matériel. Il faut aller pour découvrir. Demain à 20h. D'accord. Ou alors Dance Center. Demain à 20h, on va voir les danseuses de trapèze, les trapézistes. Oui. Ok, merci Patrick pour l'information. On passe à autre chose? Oui, on passe à autre chose. D'Abomey-Calavi, on va à Abomey. En tout cas. Sans le Calavi. Alors on va à Abomey pour découvrir un spectacle sur un mur. C'est une fresque murale. D'accord. Et le titre, Quand les murs racontent la mémoire et l'avenir. Quand les murs racontent la mémoire et l'avenir, c'est Abomey Nantes. C'est des peintres
des graphistes, vous les connaissez, ceux qui font le graffiti. Elle en sait quelque chose. Oui. Alors, du Bénin et de la France, donc d'Abomey et de Nantes, qui se sont liés pour pouvoir faire une fresque murale. Donc, il faut pouvoir aller découvrir cette fresque murale. C'est une fresque murale qui sera lancée aujourd'hui même. D'accord? Donc, aujourd'hui même à Abomey. Il faut y aller pour découvrir. On a hâte de découvrir parce que lorsqu'on observe, c'est génial, vous êtes l'experte. Dommage qu'en fait, je me suis dit, si je l'avais su plus tôt, on aurait peut-être pris des dispositions pour... enfin, vous savez, moi, c'est balade. Absolument. Non, mais peut-être, c'est vrai que ça aurait changé qu'on les prenne en plein dedans. Voilà. Mais pourquoi pas? On va je sais que vous êtes toujours à l'affût. Oui. Et je sais que vous n'allez pas louper ça. Donc, c'est à la Maison du Tourisme à Abomey. On va y aller. Oui. On va y faire un tour. N'est-ce pas? Nous comptons sur vous. La maison va m'accompagner, j'en suis sûre. Forcément. Voilà. Alors, Patrick, en tout cas, tous ceux qui sont à Abomey peuvent faire un tour, voir, parce que c'est toujours beau. Vous l'avez tel que vous les avez présentés, on se rend compte que, mon Dieu, on a du talent au Bénin quand même. Donc, le lancement a lieu tout à l'heure, à 15h, à Abomey. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Bon. D'accord. Et troisième événement, nous restons toujours à Abomey, d'accord? Et à Abomey, Parakou, plus loin, et puis Ouida, pour le Salon du Livre. Cela a commencé depuis hier mercredi, d'accord? Et aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et le samedi, pour la première partie, je dirais, les préparatifs du salon, ou le off-side du salon. Le Salon national du livre, c'est ce salon qui permet de reconnecter le peuple avec le livre. Et le peuple béninois avec son livre et ses livres. Donc, c'est le Salon national du livre, SNL. Ce salon commence cette année hors de Cotonou, d'accord, à Abomey, à Parakou et à Ouida. Il y a des manifestations pour chaque jour, un peu partout dans ces villes-là. Il y a des manifestations, des lectures publiques, avec des lecteurs publics, évidemment, lectures publiques, des spectacles. À Abomey, il y aura de la lecture publique. À Ouida, au CCRI, il y a un spectacle théâtre avec une auteure que nous connaissons bien, Carmen Toudonou, à qui on fait un coucou. Oui, à qui on fait un coucou. C'est un de ses ouvrages qui sera mis en scène. Et donc, à partir de là, nous avons déjà une connexion directement avec le livre. Le Salon national du livre, véritable. Bon, c'est pas que ce n'est pas véritable, ce qui commence déjà. Ça va commencer le 19 novembre, la semaine prochaine, à Cotonou. Du 19 au 23-24 novembre, il y a le Salon national du livre. Mais avant ce salon à Cotonou, on a des tours un peu partout, à Abomey, Parakou et Ouida. CCRI, Ouida. En tout cas, je pense que c'est toujours mieux parce que le livre, quoi qu'on dise, c'est ça, toujours ce truc-là de magique. Donc, je pense que c'est important de faire cette tournée en amont dans ces villes-là. Une ville que vous connaissez également très bien, Ouida, que j'aime beaucoup. Malheureusement, vous n'aurez pas le temps d'y assister. Non, je ne pense pas, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave, mais on va essayer de se rattraper sur d'autres événements qui Absolument. Peut-être demain, on verra. Absolument, pourquoi pas. Oui. Et vous, Patrick, je sais que vous ne pouvez pas être loin de ces événements-là. Oui, mais la distance, c'est vrai que ce n'est pas à vol d'oiseau. Mais bon. En tout cas, à Cotonou, ce qui est bien, c'est que quand on parle de lecture publique, quand on parle de lecture d'ouvrages et des parties qui sont séquencées, qui seront lues, des lectures scéniques, pas cyniques, des lectures scéniques. Et donc, une lecture où celui qui lit, il met son âme, sa personnalité, son esprit, et celui qui écoute a l'impression de vivre le spectacle. Là, c'est très intéressant. Absolument, parce que ça permet de mieux comprendre et de, comme vous le dites, de vraiment vivre le truc, comme on dit. Oui, donc je vous recommandez. Oui, je recommande. Dès que vous entendez parler de lecture publique, il faut y aller. Ça vient des tripes, en fait. Absolument, c'est comme une scène.
Oui. Et en attendant, je suis sûre que vous reviendrez, également nous parler de ce salon-là lorsqu'il va démarrer, comme vous le disiez, officiellement à Cotonou, à partir du 19, n'est-ce pas? Oui, 19 au 22, pas au 24, 19 au 22 novembre 2025. D'accord. Voilà. Merci Patrick pour ces infos très édifiantes. Génial, vous irez à quel spectacle? À Bomé, vous auriez voulu, je le sais. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous comptez aller à lequel de ces spectacles? Celui du 19. C'est encore loin, donc je pense que c'est plutôt sur lui que je vais aussi miser, même si je suis sûre que Patrick reviendra nous en parler. Oui. Coucou Ghislaine, depuis votre position. Elle nous a lâché un peu. Elle nous a un peu lâché, mais je la connais, elle reviendra. Les téléspectateurs en savent beaucoup. Merci beaucoup à vous, Patrick. On va vous raccompagner, marquer une pause et installer notre prochain plateau politique. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leur composé aromatique. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo, placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid, conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Place à présent à la rubrique Instant politique. Notre invité est déjà sur ce plateau. La nouvelle suscite des interrogations et alimente, je dirais, toutes les discussions au sein de l'opinion et de quelques journaux depuis hier, à un peu moins de 2 mois des élections législatives prévues pour janvier 2026. La scène politique béninoise s'anime déjà et selon plusieurs sources, entre autres l'Union progressiste, le Renouveau, aurait pris la décision de reconduire l'ensemble de ses députés actuels sur ces listes électorales. Alors, selon des responsables de ce parti, justement, rapporté par Le Potentiel, la priorité sera donnée à la rigueur, à l'intérêt supérieur du Bénin. Une orientation qui suscite quelques curiosités et des interrogations entre stratégie électorale, discipline du parti et gestion des ambitions internes. Les lectures divergent et nous, ce matin, nous avons bien voulu poser la question à notre invité du jour. Nous allons décortiquer la question. Il s'agit bien sûr de Joël Ataï Guédegbe, qu'on ne présente plus, acteur d'organisation de la société civile et expert en gouvernance. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Sadjivi, bonjour aux téléspectateurs de la SRTB. Absolument, absolument, la SRTB, Bénin TV plus particulièrement. Okay. Un plaisir en tout cas pour nous de vous avoir. Alors, je le disais, plusieurs médias l'ont relayé abondamment cette décision qui pousserait l'Union progressiste Le Renouveau à reconduire toute la classe au Parlement. Selon vous, quelle lecture déjà vous faites de cette information? Bien, disons qu'il faut se féliciter déjà de ce que ce parti ait annoncé les couleurs et essayer de justifier. C'est pas simple de justifier ce genre de décision. Et ça vaut ce que ça vaut. Hein. Maintenant, et d'ailleurs, le débat ne va pas manquer, ni à l'interne, encore moins la curiosité. Et vous faites bien de poser la question. Et donc, c'est quasiment unique ou inédit qu'un parti annonce tout de go comme ça que les sortants seraient reconduits. C'est aussi, ça pourrait faire désespérer ceux qui attendent l'occasion de sortir les sortants. Hein, et
Mieux, il y a une disposition de la Constitution, depuis 2019, qui fait que, a priori, l'alternance devrait pouvoir jouer à l'Assemblée nationale pour en finir avec les mandats infinis ou indéfinis. La limitation des mandats est à 3, mais il faut bien pouvoir compter. On n'en est pas encore là. Et l'un dans l'autre, peut-être que ça a été déjà une manière de taire certaines velléités. Deuxièmement, d'assurer probablement la cohésion du groupe, l'engagement des uns et des autres. Personne n'est dupe, on est à la veille d'une opération de révision de la Constitution. Et pour ce faire, on a quand même besoin de s'appuyer sur les sortants. Ils sont encore en place. Et c'est le bâton et la carotte. Et puis, pourquoi pas, enfin, et ça peut être... C'est un choix, je crois. Et il n'y a que les responsables eux-mêmes pour pouvoir le justifier, l'assumer jusqu'au bout. Moi, je ne fais qu'essayer d'expliquer, de comprendre. Mais est-ce qu'au-delà de vos explications, il ne pourrait pas peut-être s'agir de la préservation de la cohésion pour éviter un peu que ça aille dans tous les sens, ou peut-être parce que ceux qui y sont ont quand même eu à faire des preuves, si évidemment la nouvelle se confirmait? Non, je peux entendre l'argument de la cohésion, mais cohésion simplement du groupe parlementaire. Et si le parti se réduisait à son élite, à sa nomenclature, pour tout dire, et ce serait à désespérer de l'utilité de la base des militants et de l'engagement des autres. Donc, ça devient automatiquement une arme à double tranchant si on ne voit que le volet cohésion de l'élite des dirigeants. Les colleurs d'affiches, enfin, tous ceux qui doivent porter la parole sont absolument indispensables dans un parti. Les petites mains ne sont pas de trop. Et donc, il faut pouvoir manier ce discours, cet argumentaire avec beaucoup de doigté. Je ne sais pas comment la base le recevra, le vivra. Je sais un peu de ma position d'observateur qu'il y a eu des velléités, qu'il y a eu des contestations par rapport à d'anciens positionnements. Il y a des jeunes, il y a des femmes qui espèrent enfin que ce soit à leur tour. Il y a des militants de la première heure qui se désolent de l'afflux des militants de la 25e heure. Et donc c'est tout un arbitrage qu'il faut faire. Et puis la discipline fera probablement le reste. Mais ce n'est qu'à l'arrivée qu'on saura. De toute façon, les candidatures indépendantes ne sont pas possibles au Bénin, ailleurs, et tout près de nous, même en Côte d'Ivoire, on a pu l'observer. Les mécontents par rapport à ce genre de décision ont la faculté de se présenter en indépendant, mais c'est le mode de scrutin là-bas qui le permet, c'est le scrutin uninominal. Ici, c'est la représentation proportionnelle à la liste, et donc c'est le scrutin de liste, pardon, et les partis sont nécessairement ceux qui introduisent ces listes-là, donc il n'y a pas de chemin pour quelqu'un qui est fâché que d'aller rapidement, d'aller éventuellement voir ailleurs où l'herbe serait plus verte. Maintenant, le choix est bien réduit. Et on voit des démissionnaires de quelque part qui aspirent à revenir, nécessairement par un parti, par des partis. Donc comment tout ça va se faire? Faire de la place à des sortants comme ceux-là aussi n'est pas moins un problème. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas démérité dans le parti, qui ont travaillé jusque-là en espérant que ce serait leur tour. C'est une décision délicate, mais j'imagine qu'elle a été bien pesée dans ses avantages et inconvénients. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure des jeunes et des femmes. En tout cas, un effort est fait actuellement en ce qui concerne les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on peut miser... Comment l'effort est-il fait par rapport il y a plus de femmes au Parlement actuellement que au niveau... Il n'y en a que par rapport à la loi qui permet, à la disposition de la Constitution, qui permet d'avoir une liste de 24 femmes. Sortez, retranchez cette liste-là, et vous verrez le désert des femmes. Donc, il a fallu cette discrimination positive. Où est l'effort des partis pour positionner en dehors de ça, et de manière volontariste, les femmes, les jeunes? J'attends de voir. Et justement, est-ce que vous pensez que, est-ce que je ne dirais pas que c'est un risque, est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui a la hargne nécessaire, la possibilité, la maturité justement d'occuper ces fonctions? Est-ce que vous pensez qu'on peut leur faire confiance? On devrait pouvoir leur faire confiance. N'eût été la disqualification du duo des démocrates, on aurait quand même 2 candidats de moins de 50 ans.
à la magistrature suprême, en dehors du ministre d'État Wadaini. Et donc, on aurait pu avoir Maître Agbojo. Et c'était quand même un signe, quelque part, qu'une certaine jeunesse commençait à montrer des crocs, des dents, et dans le bon sens du terme, et notamment à travers le mérite, la capacité. Et il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de génération spontanée qui soit. Et donc j'estime que des jeunes, des femmes, et que sais-je encore, qui ont fait leur preuve, qui ont fait leur classe dans un parti, et mériteraient de manière équitable d'avoir voix au chapitre. Maintenant, le jeunisme n'est pas une politique, n'est pas une stratégie payante, même si 70% de l'électorat ou de notre démographie est faite de jeunes, et au-delà même la majorité de notre population est féminine. Bon, donc il faut quand même savoir envoyer l'ascenseur à ceux-là. Absolument. Et justement, est-ce que le militantisme, je dirais, peut payer? En tant qu'expert en gouvernance, qu'est-ce qui devrait peser dans la balance, pas qu'au niveau de l'UPR, bien entendu, pour le choix des candidats sur ces listes-là? Ne nous y trompons pas. Idéalement, c'est le militantisme en termes de mérite objectif. Mais cette méritocratie est discutable. Et on ne le dit pas souvent. La capacité d'un candidat ou d'un groupe de candidats à pouvoir porter la campagne du parti dans la circonscription ou, pour ne pas dire au cours de l'élection, est quand même importante. Les démocrates, dans leurs critères de sélection, avaient notamment souhaité et mis en exergue le fait que le duo devrait pouvoir conduire l'ensemble de la campagne du parti, s'agissant des communales, des législatives, en plus de la présidentielle. Et même si on ne met pas à la charge des candidats à la députation d'autres élections, et au minimum dans leur circonscription, il faut qu'ils aient cette capacité d'action, cette autonomie qui, est-ce que ça dispense le parti? Ça soulage le parti. On a 24 circonscriptions et donc il faut des gens qui aient un certain ancrage local ou dans la circonscription. Ou alors, en termes de parachutage, quelquefois, quand ils ne sont pas de cette circonscription, à l'origine, quand on ne les a pas beaucoup vus à l'œuvre et à la base, il faut que ce soit des figures suffisamment imposantes, capables et d'être attrayantes dans le cadre de cette campagne-là. Et puis, enfin, le nerf de la guerre, malgré tout, en plus du carnet d'adresses, du réseau de relations, de ce qu'on a pu mettre en place pour susciter quand même l'engouement. Oui, les moyens ne sont pas du reste. Les dépenses électorales sont limitées à 30 millions par candidat. Ce n'est pas une raison pour qu'on aille tous claquer 30 millions dans une circonscription, mais c'est quand même une idée. Ça donne une idée de ce qui est généralement nécessaire. Parfois, les gens dépassent et camouflent dans la déclaration de leurs dépenses de campagne. Mais même si on remettait ça à minima, 1,5 million de caution, c'est-à-dire 5% de ce montant de dépenses autorisées, il faut un minimum pour organiser des meetings, déplacer les équipes, assurer la visibilité du candidat et de sa liste, et en plus de ce que la direction nationale de campagne met à disposition. On a pu voir, et notamment à l'UP, le renouveau justement, on a pu entendre par rapport à la législature en cours qu'il y a eu des moyens mis en action du niveau central, mais qui n'ont pas pu aider ou qui ne sont pas parvenus à certains candidats. Et ça, c'est la cuisine interne de ces partis, mais ça souligne la suffisance que parfois, un candidat qui attendrait tous les moyens d'en haut risquerait d'en être pour ses frais s'il n'était pas relativement autonome. Il faut mouiller le maillot à son propre niveau. Il le faut, je pense que c'est une des clés pour assurer son élection. Il faut pouvoir être en position d'être éligible. Là où il y a une liste de 5 candidats, ce n'est pas évident que le parti en liste ramasse les 5 candidatures, les 5 sièges en jeu. Il y a d'autres, il n'y a pas que votre maman qui fasse de beaux enfants. Et donc, il faut jouer avec tout ça. Et c'est ceux qui sont en position
en tête de liste ou au début de la liste qui ont le plus de chances. Il ne suffit pas d'être donc sur une liste, il faut pour être en position éligible, et c'est encore plus valable pour les femmes, pour les jeunes. Si on veut vraiment aider les femmes dans cette histoire-là, il faut que le Bénin en arrive à un positionnement alternatif, homme-femme ou femme-homme. Et là, on verrait effectivement l'effort. Et puis pour ceux qui ne le voudraient pas, on les soumettre probablement à une amende. On le fait dans d'autres pays. Et il y a beaucoup de solutions, mais pour l'instant, notre législation ne dit pas ça. On dit une femme par circonscription. Et on verra bien quel est le parti le plus dynamique pour positionner autant les femmes que les jeunes, même des figures nouvelles, malgré ce qui a été annoncé. Un parti comme l'UP Le Renouveau n'a que 53 députés, si je ne m'abuse, une cinquantaine. Et il y a 109 sièges en jeu. Ça ne veut pas... Donc, une fois qu'on a reconduit les 53 ou la cinquantaine, il y a quand même place pour d'autres. Est-ce que la cinquantaine de députés sortants sera systématiquement positionnée en tête de liste? Ça va être un enjeu interne. Peut-être que non, parce que stratégiquement ou au moins tactiquement dans les partis, quand vous êtes une locomotive, il y a des locomotives qu'on met parfois derrière pour pousser ou bien au milieu pour entraîner, pour éviter autant la lassitude, le sentiment de facilité et motiver les sortants aussi à mouiller le maillot. Et c'est pas parce qu'on est sortant qu'on aurait élection gagnée pour autant. Absolument. Il y a le vote sanction qui est parfois par là. Et quand je suis votre développement, je remarque que vous êtes plutôt pour le renouvellement. Qu'est-ce que l'alternance, selon vous, pourrait... Qu'est-ce que vous pensez de l'alternance? Non, je ne suis pas absolument... je n'ai pas de religion en l'espèce. Je l'ai dit tantôt, on a essayé de... Le renouvellement ou l'alternance est codifié à travers la Constitution. Au bout de 3 mandats, il faut déblayer le plancher pour assurer. Donc le renouvellement est assuré par ce mécanisme. C'est un des aspects de la dernière révision qui me paraît consolidant s'agissant de ce qui a été fait et qui envoie un message positif. Mais deuxièmement, c'est les électeurs c'est le peuple souverain qui, à travers les urnes, dans le secret de l'urne ou des urnes, décidera si oui ou non il faut reconduire ou sanctionner. Et voilà. Et si vous mettez des gens que les populations veulent à tout prix sanctionner, ça devient le chiffon rouge que vous leur présentez, surtout si vous les mettez en tête de liste. Et si les gens ne veulent pas voir ça, ils ne verront pas même l'effort de renouvellement que vous auriez fait en positionnant derrière ou à leur côté et d'autres personnes. Même si vous positionnez des sortants qui seraient appelés à laisser leur siège au profit de leurs suppléants, parce que ça fait partie aussi de la tactique pour tirer une liste. C'est tout un art que d'envoyer le message du renouvellement dont l'électorat a quand même besoin. Et déjà, en interne, il y a ceux qui aspirent à pouvoir occuper ces places-là, mais l'électorat a parfois envie de voir de nouveaux visages. Et au finish, selon notre histoire récente, notre histoire contemporaine des élections, on a toujours eu un fort taux de renouvellement. Et donc, au finish, pour l'UP Le Renouveau, on verra si la stratégie a été payante de reconduire, comme on dit, l'équipe gagnante, qu'on ne change pas a priori. Alors, quelque chose également qui m'a intéressé dans votre développement, c'est que vous avez mis quand même en exergue l'importance du militantisme si on veut se retrouver dans une instance ou une autre. Nous sommes, je dirais, à quelques semaines pratiquement des échéances. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être positionné. Est-ce que vous pensez que ça devrait altérer l'engagement? Je parle bien sûr de tous les partis dans ce cas. Est-ce que ça devrait altérer l'engagement ou la vision, l'idéologie du parti? Au niveau des militants, bien entendu. Au niveau des militants, non, si c'est un parti qui fonctionne bien, si on est transparent sur les choix, les méthodes et autres, donc si les récompenses voire les sanctions sont perçues comme justifiées, oui, la méritocratie aurait pleinement son sens et serait même défendue par ceux qui n'auraient pas été retenus. Si je suis convaincu de la décision qui me concerne, au contraire, je militerai et pour donner des regrets d'abord de ne m'avoir pas choisi,
et faire espérer ou faire et laisser une chance pour demain et donc laisser une trace qui démontre qu'on peut compter sur moi comme militant. Le militant, c'est celui qui est patriote de son parti, qui s'engage pour cette cause-là sans faire de surenchère. Et quand on a de vrais militants, on saurait avoir autre chose que ça, l'engagement toujours. Et après, peut-être qu'il y a les débats, les explications, mais tourner kazakh, claquer la porte à la première incartade n'est pas souvent le signe d'un bon militantisme. Encore que chacun ait malgré tout le droit à la sédition, à la... je ne dirais pas la rébellion, le droit à la différence, le droit à la sédition, le cas échéant. Il faut que les partis soient effectivement des lieux de débat démocratique, des lieux vivables, des lieux enviables. À partir de là, mais les partis auraient énormément du monde à leur porte, effectivement des militants qui demandent à s'engager parce que l'espace est viable, est vivable et qu'on respecte la différence, qu'on prend en compte ce que chacun amène. Et en cela, les jeunes, les femmes, même les moins nantis ont leur chance dans des partis où la démocratie, où l'ouverture, la transparence sont effectivement de mise, sans oublier la formation, parce que si on ne forme pas, si on ne vous explique pas les mécanismes, parfois vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ni comment. D'accord. Merci beaucoup, Joël Attaï Guédégbé. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et également expert en gouvernance. Pardon. Merci. Donc, il était question de revenir sur cette actualité-là qui, depuis hier, suscite assez de remous de l'opinion. On parlait justement du parti UP Le Renouveau qui, selon des médias, aurait les intentions de reconduire les mêmes parlementaires. Merci beaucoup de nous avoir permis d'en savoir plus sur la question. On va marquer une courte pause et on continue avec Bonjour le Bénin. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leur composé aromatique. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo, placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid, conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service.
Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Ils sont, j'ai envie de dire, de retour. Hein. Patrick est de retour. Ghislaine nous a rejoint. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer. Les Bonjour téléspectateurs me chargent de vous dire que vous leur avez manqué. Hein. Ah oui? Juste entre hier et aujourd'hui. En quelques minutes, je suis là. En tout cas, vous avez une très belle tenue, hein, belle couleur. J'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ça me donne l'air parisienne. Vous êtes parisienne, hein, à vos heures perdues. Alors, comment allez-vous, Ghislaine? Ah, mais ça va, grâce à Dieu. Grâce à Bien Dieu. Levé, avec une matinée légèrement pluvieuse aujourd'hui, oui. hein, qui a un peu dérangé les choses. Un peu les choses. Qui a mais bousculé bon, les choses. Bon, elle a dit légèrement pluvieuse. Légèrement. Si elle était d'Amazon, elle n'avait pas dit. Ce n'est pas légèrement. Oh, la pluie ce matin. Ah oui, c'était quelque chose. Hein, intense et immense. En tout cas, merci Patrick de nous avoir rejoints. Vous étiez là à l'entame. Je parlais justement de ce que Ghislaine va nous permettre de déguster aujourd'hui. Vous savez qu'elle innove hein, depuis. Donc aujourd'hui, on va à la découverte d'un talent, d'une femme. On en parle dans le portrait? Oui, on en parle dans le portrait. C'est parti pour le portrait. Quand j'étais plus jeune, je dirais que j'avais envie de bosser dans le cinéma, hein, être une actrice de cinéma, ça a toujours été l'un de mes trucs là. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Être technicienne aujourd'hui, je ne pensais pas. Ma maman, père à son âme, elle a toujours voulu que je bosse dans la médecine. Et comme je suis quelqu'un, je ne supporte pas la vue du sang, j'ai dit que ça c'est mort. Mais aujourd'hui, je peux dire que les téléphones, je les considère comme les patients. Donc, je suis en quelque sorte dans mon truc là, voilà. J'étais gérante d'une boutique de la vente des téléphones portables et tout. À l'époque, quand on vendait les téléphones, il y avait certains clients qui amenaient certains téléphones pour des pannes et tout. Donc, en attendant que le technicien ne vienne pour checker, voir ce qu'il y en a réellement, moi, je poussais un peu ma curiosité pour voir de quoi est composé les téléphones et tout. Donc, je vais dire que c'est par là que ça a commencé. Et chaque fois que les téléphones venaient, ça me poussait. Je sentais une attirance pour aller voir ce qu'il y en a réellement. Donc, c'est par là que ça a commencé. Et puis, dès que l'occasion s'est présentée pour moi, pour me faire former, je n'ai pas hésité. Au début, il faut l'avouer, ça a été très difficile. Très difficile parce que d'abord, les gens étaient surpris de me voir en tant que femme exercer ce domaine qui autrefois était un domaine uniquement géré par les hommes. Et il y en avait qui avaient peur, il y en avait qui avaient des réticences pensant qu'une femme ne pourrait pas être aussi compétente qu'un homme dans ce domaine. Mais avec le temps, j'ai su prouver ma valeur. Je les ai montré que en matière de compétences techniques, qu'il n'y a pas un géant de cesse. Il suffit juste de le vouloir, de se donner à fond, de donner les moyens qu'il faut pour un bon résultat. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va parce que les gens sont curieux aujourd'hui de me voir travailler, et surtout les femmes qui autrefois avaient peur, elles n'hésitent pas à m'appeler et elles veulent que j'intervienne sur leur téléphone en cas de panne et tout. Je pense que nous, les femmes, c'est Dieu qui nous a donné. Naturellement, nous sommes super intelligentes. C'est peut-être cette peur de se lancer, de se jeter à l'eau qui nous retient par moment. Sinon, quand on décide de faire quelque chose, on le fait à la perfection. Et je pense que aujourd'hui, les femmes devraient, n'importe quelle femme peut exceller dans ce domaine si elle se donne la chance de s'y intéresser.
Mon plus grand rêve actuellement, c'est avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir amener les pièces d'origine de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, ça pose un véritable problème sur le marché. On n'a pas encore cette chance d'avoir des fournisseurs qui nous proposent des produits de bonne qualité. Et ça crée parfois des problèmes entre nous et les clients. Donc, je voudrais avoir les moyens nécessaires qu'il faut, s'il faut me déplacer, aller là-bas, m'assurer de la qualité des pièces de rechange et tout, et là amener pour pouvoir donner un travail plus satisfaisant pour les clients. Après ça, je voudrais aussi, si Dieu le veut, élargir mon entreprise. Je dirais entreprise aujourd'hui parce que je bosse avec des collaborateurs. Donc, élargir mon entreprise, avoir un centre de formation avec tous les équipements possibles pour pouvoir donner une formation de qualité et voilà. C'est un travail qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices. Ça, il faut le dire, beaucoup de sacrifices parce que c'est un travail et c'est un métier où dès que tu te lances et que tu veux un bon résultat, un bon rendu, tu donnes le meilleur de toi-même, tu te fais former à chaque fois, tu fais des recherches histoire de te perfectionner parce qu'aujourd'hui la technologie évolue, la science évolue, les nouveaux téléphones ça sort, donc il faut te mettre au point pour pouvoir arriver à les réparer. Donc c'est un travail qui mérite de la concentration au maximum. Et je pense que les jeunes filles devraient arrêter d'avoir peur. Parce que quand on ne commence pas quelque chose, on ne sait pas à quel point on a la capacité, la force de pouvoir le faire. Donc cette peur, il faut qu'elles bannissent cette peur de leur cœur et se décider. Dès qu'elles se décident, peu importe, en tout cas, elles vont y arriver. Parce que j'en suis la preuve. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, grâce à ça, j'arrive à payer mes factures, à subvenir à mes besoins. Je pense qu'elles pourront aussi s'en sortir. Waouh, j'ai envie de dire, déjà je suis bluffée parce qu'une femme ose. Oui. Elle a déjà des ambitions, je dirais, un peu à part, un peu originaux. Originale. Oui. Elle a des ambitions un peu originales et elle ose franchir le pas et en plus elle est tenace. Franchement, chapeau à cette dame, je ne la connais pas, mais je pense que vous nous avez dégoûté. Quand l'élément passait, j'ai dit merci là-bas. Merci là-bas, absolument. Oui. En tout cas, avant de vous donner la parole, Ghislaine, elle nous a rejoint. Marvin Promise Ainadou, l'entrepreneur international stylé. Comment allez-vous ce matin? La brioche qui nous a pas encore amené les brioches. La brioche, on va en parler chaque fois ici. Jusqu'à ce que mesdames... Je lui ai dit que je ne vais pas la lâcher. Il ne faut pas. Faites-moi la pub. D'accord, on commence déjà. On commence. Ramener les brioches. Voilà. Non, c'est Marvin Brioche. Marvin, un peu brioche sans la brioche. Un peu brioche sans la brioche. J'aime beaucoup. Alors, Ghislaine, avant de recevoir votre avis, moi, je suis curieuse de savoir déjà comment vous avez dégoté cette pépite-là, comment vous avez rencontré cette dame. Ça, c'est plutôt à Ariane da Silva que nous devons cette merveille. C'est à Ariane qu'on va dire. Coucou à elle. Merci. Hier, j'étais là, je réfléchissais à quel portrait je dois sortir, puisque je me suis donné pour projet de sortir des portraits. Bien sûr. Après, vous avez donné l'eau à la bouche avec les beaucoup de mets. Voilà. Et puisqu'il y a parlé d'hommes. Bien sûr, on a parlé de notre livreur coursier. Donc, hier, j'étais là, je cherchais, donc on essayait d'analyser. Quand elle m'a dit, tiens, j'ai fait un travail la dernière fois, j'ai pu trouver une dame. Et je suis allée voir, dans ces images, j'ai retrouvé. Et quand j'ai écouté l'extrait, j'ai dit non. Ça, je ne vais pas mettre de commentaires, ça c'est ma chose. Je coupe les parties choc pour venir et amener ce plateau et on va en parler. Et je sais justement dans votre, est-ce que je vais dire secteur, puisque vous êtes journaliste, mais dans votre desk, puisque vous êtes très investi dans tout ce qui est femmes, éducation, enfants, que c'est un profil qui vous parle tout de suite. Ouais, c'est un profil qui me parle beaucoup, parce que là, elle a sorti des thèmes que j'ai l'habitude de sortir. Les femmes, on a souvent peur d'oser. Et là, elle a osé. Et quand on a peur d'oser, on pense qu'on n'en est pas capable. Non seulement on pense qu'on n'en est pas capable, après on se dit, ça, c'est pas le domaine de femmes. Les gens vont dire,
Mais voilà, elle n'a pas hésité. Elle est rentrée dedans. Elle dit, à l'entame, je n'ai pas passé cette partie. Ça, maman aurait voulu qu'elle soit médecin. Ok. Et en rigolant, elle dit qu'elle pense qu'elle est devenue médecin à sa façon. Ok. Elle est devenue médecin Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai titré l'élément médecin des portables, c'est parce que voilà, elle soigne les téléphones autrement. mobiles et elle a envie d'aller plus loin, agrandir son centre, former des gens et s'améliorer au quotidien, puisqu'elle l'a dit, les téléphones mobiles, c'est une évolution. C'est une évolution. La technologie nouvelle est en pleine évolution, donc elle veut évoluer, elle ne veut pas s'arrêter là. Et elle continue plus loin, elle dit, oui, c'est pas la peine de penser qu'on ne peut pas, tant que tu n'as pas tenté, c'est que tu n'es pas sûr que tu peux ou pas. Absolument. Et il ne faut pas regarder, les gens ont dit quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier pour femmes ni de métier pour hommes. Tout le monde. Donc, elle fait partie de celles-là qui ont franchi le cap. Et je dis bravo. Bravo, vraiment bravo. Et je suis contente également sur ce plateau parce qu'on a un homme qui n'est pas misogyne. Quand l'élément passait, il était très enthousiaste. Heureux. Patrick, votre avis sur notre très enthousiaste parce que je vis avec une femme merveilleuse. Oh là là. Oh là là. Un petit mon épouse est la femme aux 1000 bras. Et j'ai l'habitude de lui dire, moi je n'arrive pas à faire beaucoup de choses à la fois, même si je sais faire beaucoup de choses à la fois, mais les faire simultanément, c'est un peu difficile. Non, nous les femmes, on a cette capacité. Franchement, c'est un don du ciel. Capacité à faire énormément. Quand à la fin de la journée, je lui demande, bon, qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui? Quand elle commence pas à parler, je dis, ok. Parce que en même temps qu'elle est en train de faire ceci, elle est en train de faire autre chose. Parallèlement, elle appelle, oui, il y a telle chose, et puis regarde ce que j'ai pu écrire. Elle ne finira même pas de te citer tout. Mais elle continue d'écrire chaque jour, d'écrire, parce qu'elle est écrivaine, d'écrire. J'ai dit, mais comment tu arrives à écrire pendant que tu es en train de faire la cuisine, tu es en train d'écrire, pendant que tu es en train de coiffer tel... Parce qu'elle est dans tout cet ensemble-là. Cuisine, coiffure, et... Enfin, elle touche à tout. C'est la femme aux 1000 bras. Je dis oui. Il ne faut pas que les femmes se disent je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est pas féminin. Tout à fait. Non. Ce n'est pas du tout féminin. Totalement d'accord. Donc, il faut toujours se dire je peux et je vais y arriver. Et il faut aussi que les hommes puissent accompagner leurs épouses, leurs fiancés, leurs partenaires ou leurs conjointes, tout ce que vous voulez comme mot, ou leurs copines. Il faut que les hommes puissent les accompagner. Parce que dès que vous bloquez votre conjointe ou votre partenaire, vous vous bloquez aussi, sans le savoir. Parce que quand il y a il doit y avoir un goulot d'étranglement, la femme est là pour décanter la situation. Enfin, toute femme, je dis femme, je ne veux pas dire bonne femme ou mauvaise femme, non, mais toute femme est là pour décanter la situation. Ne pensez pas, ne voyez pas les exceptions de femmes qui ne sont là que pour, je ne veux pas mal parler d'elles, mais c'est leur choix. Mais la femme est là déjà pour décanter la situation. Si vous vous mettez déjà dans la tête que non, c'est une femme, vous avez tout perdu. Absolument. Et une femme qui se met à réparer des portables, et je dis, il faut la féliciter. Toutes les femmes peuvent faire autre chose que ce qu'elles font d'habitude. Et elles y arrivent. Elles arrivent à combiner beaucoup de choses à la fois parce que Dieu les a pourvues d'un cerveau qui est un cerveau féminin. Et ce qui est féminin, ce qui est F. Absolument. F, oui, merci là-bas. F, c'est fructueux. F, c'est formidable. C'est formidable que je voulais dire. Elle a dit fructueux. Merci beaucoup. Donc, il faut accorder le temps à la femme de faire ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Est-ce que Marvin, merci beaucoup Patrick, j'aime beaucoup votre développement. Est-ce que Marvin, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois? Oui. Je suis ici. Là, oui. Je suis à l'école. Oui. Je suis dans mon entreprise. Oui. Je suis dans les événements. Absolument. Et je dors aussi. Donc, on peut faire plusieurs choses à la fois. En fait, c'est comme Patrick l'a dit, je sais pas, c'est dans l'essence de la femme. C'est dans l'essence de la femme. C'est dans l'essence de la femme. Appeler, couper, préparer, raison pour laquelle on peut préparer
10 000 choses à avoir. Raison pour laquelle je crois encore que Eden Food va réussir son challenge de 1000 marmites en 24 heures. Parce qu'elle peut préparer les 1000 en 24 heures. Quelque chose, elle se donne les moyens. Elle va jusqu'au bout, quitte à ce que ça marche ou pas. Ça, c'est vrai. C'est ça. En tout cas, merci Marie. J'aime bien cette phrase aussi, quitte à ce que ça marche ou pas. Parce que ce n'est pas nécessairement voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Il faut y aller. Et tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Merci. Tu ne peux pas savoir. Et la femme n'abandonne pas si vite non plus. Tout à fait. Quand on lui fait confiance et qu'elle commence, elle n'aime pas décevoir parce que tu lui as fait confiance. Absolument. Et dès que tu lui fais confiance et qu'elle démarre, elle se dit je dois réussir parce qu'on me fait confiance. C'est beaucoup mieux d'avoir ce regard positif sur la femme plutôt que de dire non, ça c'est pas ton domaine. Absolument. Non, la place de la femme est à la cuisine. Ce que certains hommes ne savent pas, c'est en limitant la femme que la femme devient rebelle et te crée tous les ennuis du monde. Parce que justement, vous essayez de la mettre dans un carcan. Tu me dis que je ne peux rien faire, mais je vais rester à la maison, je ne fais rien. Tu ne veux pas que je fasse, mais dès que je commence, toi, tu es toujours là, tu ne réussis jamais rien. Mais dès que je commence, il y a une petite erreur, voilà. Et c'est ça que toi, tu veux faire. Tu penses que tu vas devenir entrepreneur. Mais si c'est comme ça, je vais rester à la maison, je ne fais rien. Et la personne qui est à la maison qui ne fait rien, devient un parasite. Et un parasite, ça fait quoi? Ça te pourrit la vie. Forcément. Ghislaine, vous abordez un point important avant de justement en revenir également à notre cher profil du jour, le soutien du partenaire et pourquoi pas également de la famille et de tout son entourage. Exactement. En quoi c'est important pour une femme qui se donne les moyens d'accomplir un rêve, par exemple? On parle de partenaire. La femme qui est sous un toit, c'est qu'elle est là pour accompagner son homme. C'est le rôle premier que Dieu nous a donné et la femme est consciente de ça totalement. Mais dans le même temps, c'est que pour accompagner cet homme, il faut qu'elle soit pleinement épanouie. Et pour être pleinement épanouie, l'homme seul ne peut pas y subvenir. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de matériel. Tu auras beau mettre des milliers sur la table chaque matin, mais tant que la femme ne se sent pas impliquée, intéressée, ce n'est pas évident que ça soit son plaisir. Elle n'est pas dans son essence. Il y a des femmes de milliardaires, mais quand vous voyez leurs enfants, ils sont mal éduqués. Elles s'en foutent pas mal. À peine elles connaissent même les habitudes de leurs enfants. Parce qu'elles ont tout ce qu'il y a à côté comme domestique pour accompagner les enfants. Mais du moment où elles n'arrivent pas, le mari ne leur a pas donné la place de s'impliquer, de faire quelque chose. Même dans l'éducation des enfants, le mari ne leur a pas confié une responsabilité ou bien ne leur a pas permis de croire en elles-mêmes. Elles se disent, bon, écoutez, même si elle avait déjà des valeurs avant de venir, elle oublie tout ça en bout de temps parce qu'elle se dit, moi je suis là pour me consacrer à ma famille, je suis là pour me consacrer à mon mari. Puis c'est ce qu'on lui chante tous les jours. Dès qu'elle a parlé avec le monsieur et elle se plaint à la belle famille ou à sa famille, on se dit, oh, écoute ton mari, en tout cas c'est lui le père de la famille, c'est ce qu'il dit. Donc elle n'a plus le soutien derrière, elle n'a plus le soutien du mari. Alors que si le mari s'opposait à tout et que donc d'autre côté, sa belle famille dit au monsieur, ah, toi, c'est quoi? C'est pas ton esclave. Elle n'est pas là pour s'enfermer tout le temps dans la chambre, ou bien elle n'est pas là pour ne faire que ce que toi tu veux. La communauté essaye de dire au monsieur qu'elle peut sortir, il peut laisser sa femme aller travailler et tout. Ça permet à l'homme, s'il n'avait pas compris, de le faire. Il y a certains hommes également, ils refusent, ils font tout ça parce qu'ils ont peur qu'on leur dise au dehors que c'est parce qu'ils sont incapables de tenir leur foyer. Mais c'est pas ça. Et pourtant. Donc c'est juste une question d'ouverture d'esprit. Voilà. Fridolin, merci. Sa maman voulait qu'elle soit dans le tibia. Tout dans le tibia. Fridolin, sa maman voulait qu'elle soit médecin. C'est ça. Mais quand elle a commencé ça, sa maman ne lui a pas refusé. Elle a eu du soutien. Dans l'entretien, c'est sa grande soeur, c'est un de ses amis qui avait la société de réparation, un homme en plus. Donc ils sont allés rendre visite à l'homme. Et sa grande soeur dit, tiens, toi qui aimes toujours toucher aux petits trucs à tout bougeant, et si tu venais faire la formation, comme ça tu vas arrêter de bricoler. C'est comme ça qu'elle a commencé la formation. Donc, ils ont pensé même au départ qu'elle allait refuser. C'est ça. Et elle a dit, bon, je vais commencer peut-être, tu fais 1 semaine, 2 semaines. Et comme ça, elle a continué jusqu'à finir sa formation. Elle a pris la main, elle est performante. Et elle éblouit tout le monde. Donc, c'est tout. Juste une question de confiance et d'accompagnement. C'est ça. Patrick, même question. L'importance de l'accompagnement, vous dites ça, et du soutien et de la confiance du partenaire. Oui, justement, c'est ça que je dis. Bon, d'abord, une première chose. C'est ma femme qui, au cours d'une émission, a dit, mais imaginez que pendant 20 à 30 ans, mon père m'a envoyé à l'école pour travailler.
Et il a investi. Il a investi. Et après, un mari va me dire de rester à la maison et de ne rien faire. C'est compliqué. C'est un peu comme si ce mari est en train d'insulter l'investissement fait par mon père. Donc, quand elle est déjà dans cette optique, c'était ça déjà dans sa tête. Et moi aussi, j'étais déjà dans ça, dans ma tête. Parce que vous ne concevez pas comment quelqu'un peut faire ça. Oui, et je viens d'une famille où j'ai beaucoup de grandes sœurs qui sont intellectuelles, lettrées, avec de gros diplômes. Si mon père avait décidé que les femmes soient considérées comme pour le foyer, il n'allait pas les laisser s'épanouir pour qu'elles puissent avoir de hauts diplômes. Donc déjà, la préparation est de la maison, l'éducation familiale, l'éducation primordiale, je dirais l'éducation de base. Je suis déjà dans une famille où on a permis à ce que tout le monde puisse faire tout ce qu'il y a à faire, que tu sois homme ou femme. Oui, les hommes ont appris à faire la cuisine, les femmes ont appris à faire tout ce que les hommes peuvent ou doivent faire. Toutes mes grandes sœurs, dès que l'âge d'avoir... Et quand je parle de ça, ce n'est pas que c'est de maintenant. Dès qu'elles ont eu l'âge 18 ans, elles ont eu le permis pour pouvoir conduire. Donc, vous imaginez qu'aucune ne dépend d'un homme pour pouvoir dire je vais prendre le volant. Donc, dès cela, c'est beaucoup de choses, beaucoup de préparatifs dès la maison, dès la base. Et quand vous êtes dans cette ambiance, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à cette évolution de la société. C'est une bonne évolution de la société de considérer que la femme peut et qu'il faut lui accorder de la confiance. Et quand vous accordez de la confiance à votre épouse, à votre conjointe, à votre partenaire, vous réussissez à vous libérer aussi par rapport à beaucoup de choses. Et moi, je ne peux pas vous imaginer, je suis là et puis on va m'appeler, il manque du sel. J'ai lu une blague sur Facebook hier où c'est un homme qui a posté ça, il dit, allô, la femme écrit, coucou chérie, j'ai pris 500 francs sur la table pour acheter forfait, pour te dire que le sel est... Oh non. C'est une bonne blague. Donc, vous vous libérez parce que quand elle est déjà épanouie, elle sait ce dont vous avez besoin, elle fait le programme, elle s'organise autrement pour que vous puissiez être dans le bien-être. Et vous êtes dans ce bien-être, vous vous en sortez en même temps qu'elle s'en sort, en même temps que la famille s'en sort, le foyer s'en sort. Et il y a beaucoup de choses, c'est tout un ensemble. Et lorsque je parle, par exemple, de me coiffer, que c'est ma femme qui me coiffe, c'est les gens écarquillent les yeux, elle me coiffe, elle m'habille. Donc, je n'ai pas besoin de me stresser pour me dire, je dois. Non. Automatiquement, quand le moment vient, sauf quand elle est vraiment stressée par beaucoup de choses, attention, il faut que tu ailles, il faut que je te coiffe. Attention, il faut que tu changes de garde-robe. Attention, il faut que... Parce qu'elle est attentive, elle joue son rôle. Et parce que je lui ai laissé la main pour qu'elle puisse jouer son rôle. Et certains m'ont dit, mais il y a eu un moment où on m'a dit, mais tu laisses ta femme, il y a des moments où elle s'habille un peu sexy. Et je dis, oui, et alors on dit, c'est oui, comme ça, je l'aime. Elle est femme au foyer, je dis, ben, je l'ai connue sexy. Vous voulez que je la bloque, qu'elle ne soit plus sexy, qu'elle ne s'habille plus pour que je commence par regarder quelqu'un d'autre, une autre femme qui est sexy? Non, je ne veux pas regarder quelqu'un d'autre, je veux continuer à la regarder comme je la regardais. Donc, je la laisse libre dans son choix de vêtements. Ne me dites pas, elle est mariée, c'est ce que moi j'aime. Elle est mariée à vous, de toute façon. Je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Et quand Marc-Patrick parle d'évolution, je ne sais pas si vous avez constaté aujourd'hui aussi, quand vous allez dans... Mais en fait, la chose prend de toutes les façons. Je parle des femmes qui sont sur les grosses motos. Ah oui. De plus en plus, elles osent parce qu'il a fallu que les organisations, les ONG et autres commencent à doter bien sûr leur personnel des motos. Et si tu travailles, tu n'as que ça. Les femmes dans les villages, dans nos campagnes, roulent les grosses motos. Alors qu'entre-temps,
c'est qu'on appelle pour les femmes. Yamaha. Oui, Yamaha. Mon mari est capable. Mon mari est capable. Il y a une moto qui était destinée on dit même pour les moto-femmes. Bien sûr. Moto-dames. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de moto-femmes, il n'y a plus de moto-dames. Vous voyez des femmes qui sont en train de rouler, qui roulent des camions. Oui. Vous voyez des femmes qui roulent les bus, tracteurs. Des tracteurs, voilà. J'ai vu une femme avec une routière, quand je l'ai regardée, une grosse moto routière, Harley, je l'ai regardée. Je me suis dit, ou bien j'ai mal vu. Avant de regarder encore, j'ai dit, oui, mais c'est une femme. Absolument. À Savalou, la dernière fois, j'ai vu une dame, elle roulait, comment ils appellent ça, les tricycles, elle vient ramasser du riz et elle fait le trajet, il paraît qu'elle peut faire 10 fois les allers-retours pour aller ramasser dans une usine, aller mettre dans un magasin. Mais la façon dont elle manipulait l'engin, je te dis, tous les hommes qui étaient là disent, waouh, franchement, est-ce que c'est une femme? Merci beaucoup. Ghislaine, je sais qu'avec vous, je n'ai pas peur. Vous allez revenir sur des profils de femmes, les présenter, celles qui innovent, qui arrivent à se hisser dans les milieux d'hommes. C'est tout pour Portrait. En tout cas, merci encore une fois et chapeau à cette dame, chapeau également à celle qui l'a dégotée. On passe à présent à Éducation aux médias avec Marvin. Marvin Promise Aïnadou, à nouveau bonjour. Bonjour, Jennifer. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Le silence, un acte de résistance médiatique. D'accord, le silence, un acte de résistance médiatique. Oui. Alors, que pouvons-nous comprendre par là? Aujourd'hui, tout le monde veut parler, donner son avis, bien sûr, et commenter, corriger, clasher. Mais plus on parle, moins on s'écoute. Absolument. Dans un monde saturé d'opinions, le vrai courage n'est plus de parler, mais de se taire. Oui. C'est comme Ghislaine l'a dit hier, quand il y a des commentaires désobligeants, appuie non, supprimer. La leçon est sûre. Parce que le silence, c'est refuser la manipulation, c'est refuser la précipitation, c'est refuser en fait le vacarme. Oui. C'est un acte de résistance médiatique, un moyen de reprendre le contrôle sur ton attention et ton discernement. Si à chaque commentaire désobligeant, je devais me mettre à répondre, c'est qu'on allait créer en fait une discussion dans les commentaires. Et finalement, ça allait venir en fait dans la publication, ainsi de suite. Donc moi, j'ai préparé 3 astuces simples pour permettre aux gens d'apprendre à se taire sans s'effacer. D'accord. Donc il faut se taire pour comprendre, pas pour fuir. Sur les réseaux sociaux, tout pousse à réagir vite. On commente avant de lire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien quand sûr. il y a des posts souvent et on voit jusqu'il y a 1000... Il y a 1000 likes, 700 partages, on ne veut même plus lire le post. Des fois, certains regardent les commentaires, suivent les commentaires et réécrivent la même chose. C'est ça. Et les gens sautent dans les commentaires avant de lire le post. Absolument. Et ils commentent avant de comprendre le post. Donc, ils commentent plutôt les commentaires. Exactement, ils commentent les commentaires. Donc, il y a les commentaires qui poussent à agir, commenter avant de lire. Il y a les partages même avant de réfléchir. Donc, ils commentent avant de lire, ils partagent avant de se dire, mais tiens, le test là, est-ce que ça parle vraiment de ce que j'ai compris? Mais ils ont déjà partagé. Et là, la plupart, en fait, ce sont des erreurs parce que c'est ça qui fait des fake news ou des disputes. C'est ça qui fait que des disputes naissent d'une réaction impulsive. Donc, le silence devient un meilleur garde-fou. Avant de réagir à une info, un post ou un clash, il faut s'imposer une pause. Il faut respirer et observer. Il faut lire pour comprendre le fond du message. Et ce court silence, en fait, permet d'analyser au lieu d'être absorbé. Donc, il faut... Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, comme deuxième axe, en fait, le silence, c'est comme un filtre mental. Le silence n'est pas seulement de parler, c'est aussi ne pas tout écouter. Comment on fait ça? Chaque jour, le cerveau reçoit plus d'informations qu'il peut en traiter. Pub, vidéo, drame, notification. Donc on est fatigué mentalement, je l'avais dit ici, il y a de l'anxiété, il y a de la confusion. Et comme pratique, en fait, il faut faire 1 heure sans écran par jour. Il faut 1 jour sans réseaux sociaux par semaine et le droit absolu de ne pas tout suivre. Il y a des personnes, vous allez voir sur leur profil, elles ne suivent qu'une seule personne. Peut-être leur maman. Elles ne sont abonnées à personne. Bien sûr. Donc en fait, la probabilité qu'elles lisent des posts ciblés, c'est très faible. Les gens sont abonnés à elles, mais elles ne suivent pas beaucoup de personnes. Et ça limite beaucoup de choses, vraiment. D'autres trouvent ça comme si c'était de l'égoïsme. On veut, et tu es trop grand pour t'abonner aux gens. Voilà. Mais ça aide beaucoup si
on veut s'empêcher à mettre notre bouche dans tout et dans n'importe quoi. Et justement, c'est une pratique que j'observe peut-être sur certains réseaux comme Instagram, de certaines personnalités, et on se dit justement que ces personnes-là sont plutôt hautaines, ces personnes sont plutôt hautaines, donc c'est plus pour préserver la santé mentale, si je comprends bien. C'est plus pour ça, même sur LinkedIn, c'est pour ça qu'il y a une demande de connexion. Même sur LinkedIn, c'est pour ça qu'il y a une demande de connexion. LinkedIn, c'est pas comme Facebook. Bon, Facebook, même si on t'envoie une invitation, tu es libre sans que tu n'acceptes pas, la personne peut déjà voir tes posts. Mais sur LinkedIn, on te fait une demande de connexion pour entrer dans mon univers. Donc si je n'accepte pas ta demande de connexion, tu n'entres pas dans mon univers. Donc ça permet en fait, je sais que l'algorithme de LinkedIn, ils ont réfléchi à ça, du coup, ça permet en fait de filtrer. Et ça permet au mental d'être en paix. Donc moins tu consommes de bruit, plus tu entends ta propre voix. Tranquillement. C'est ça. Maintenant, il faut parler moins et agir mieux. Le silence, ce n'est pas une absence, c'est une préparation. Les gens confondent souvent ne rien dire et ne rien faire. Pourtant, le silence intelligent permet en fait de réfléchir, de créer, d'agir avec impact. Et hier, je lisais un post d'un de mes amis, Fritzel, dont on en avait parlé ici sur les réseaux. Il disait que lui, il a peur des buzz, il a peur des clashs. Parce que vous savez, on est tous jeunes. Et ce n'est pas tout le monde qui, à notre âge, qui fait ce que nous on fait actuellement. Donc, on est tout le temps confronté à des pics sur les réseaux. Même moi, en fait, j'en subis chaque jour. Chaque jour que je me réveille, je vais voir des posts où on me dit « Ah, mais 19 ans, elle fait ci, elle fait ça. » Mais elle se prend pour qui? Chaque jour. Mais je ne réagis pas. Frisette dit dans son post hier que lui, il a peur des buzz, il a peur des clashs. Que lui préfère, en fait, se réveiller et créer de l'impact. Il préfère, en fait, faire un truc pour que les gens puissent dire pour pouvoir sauver en fait des vies ou amener les jeunes comme lui à être comme lui. Mais tout ce qui est buzz ou clash, que lui ne veut pas se mêler de ça. Il ne supporte pas qu'on l'insulte, donc il peut pas. C'est ça. C'est beaucoup mieux pour se préserver. C'est ça. Donc les réseaux sociaux valorisent la réaction, mais pas la réflexion, parce qu'on aime plus. Vous voyez qu'on appuie le truc de like, là, il y a like, il y a tristesse, il y a waouh, il y a des panoplies d'émotions pour qu'on puisse en fait valoriser les réactions, mais pas la réaction, pas la réflexion. Donc on peut transformer notre silence en puissance. Il faut écrire plutôt que de crier. Il faut lire plutôt que de répondre. Il faut plutôt, c'est ça qu'il faut plutôt faire que de commenter. Parce que, comme je l'ai dit, on peut envoyer 1000 informations dans un post, même de 2 lignes, et il y aura toujours des personnes dans les commentaires qui vont demander où a lieu l'événement. Alors que c'est écrit, l'événement aura lieu à la SRTB demain 10h. Mais on va vous demander où a lieu l'événement. Donc l'astuce, c'est que chaque mot que tu retiens peut devenir une idée, une œuvre ou même une action. Et en fait, le silence, c'est la vraie contre-attaque sur les réseaux sociaux. Absolument. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise et une forme d'intelligence émotionnelle. C'est ça. Et ne pas réagir, en fait, c'est la meilleure manière, en fait, de ne pas donner de liberté à l'adversaire ou bien à l'ennemi, parce qu'ils vont t'attaquer. Ils vont s'attendre forcément à ce que toi tu réagisses. Et moi, j'ai l'habitude de dire toujours à ceux qui me suivent, moi, je stresse là où on ne stresse pas et je stresse pas là où on stresse. Donc, je réagis là où on ne m'attend pas et je ne réagis pas là où on m'attend. Donc, ça permet à l'adversaire de ne pas te cerner. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges, pour que notre nom soit dans les buzz et tout ce qui va avec. En tout cas, merci beaucoup à vous, Marine. Si tu réagis là où on t'attend, c'est l'expression en fond et d'obo et un ami. Absolument. Tu tombes pique dans le piège. Dans le piège, là où on t'attend. Donc, lorsqu'ils envoient des sorts, tu vas être attrapé par le sort. Donc, il faut être dans une certaine mesure, l'ingérable Patrick Dornis. Absolument. et cette culture de la science que Ghislaine a déjà, parce que vous nous en avez parlé hier, couper, bloquer, supprimer et ne pas répondre. Vous savez, certaines personnes ont l'habitude de beaucoup répondre, mais je pense qu'il faut faire l'effort parce que... Il faut juste avoir raison garder. C'est comme celui qui a dit que lui n'aime pas les clashs, n'aime pas les... Exactement. En fait, en répondant, tu t'exposes. C'est ça. Et tu nourris l'algorithme. Tu t'exposes. Après, moi, je me dis, c'est parce que les gens, ils veulent... C'est pas le nombre de personnes qui est venu commenter ton post qui importe. C'est l'impact que ton ami voulait créer qui importe. Le message que tu as passé, est-ce que ça a impacté? Voilà. Et tu laisses chacun. Moi, c'est comme ça. Quand je viens poster quelque chose réellement sur une situation réelle, je laisse chacun juger. C'est ça. C'est du genre, c'est peut-être un choc que j'ai reçu.
et qui est un fait social. Après, donc, comme les hymnes t'insultent, ou les livreurs qui sont impolis, je viens, il m'est arrivé d'écrire un jour, cher vendeur, éduquer ou bien informer un peu plus vos livreurs sur les personnes à qui ils vont faire les livraisons. Absolument. Et tout le monde a commencé à dire, c'est de quel livreur c'est qui, de donner le nom de la personne, c'est trop facile. Je ne suis plus venu répondre. N'est-ce pas? Je mets plein de posts, et on a commenté, je ne viens même plus répondre. Sinon, et ça allait créer une autre quand il y a forme de insultes, je supprime, parce que je ne veux pas que les commentaires qui vont venir après suivent ces insultes. J'ai vu ce même truc hier. Hier, je suis allée acheter de l'eau au marché. J'ai demandé une facture normalisée. Le monsieur qui était là m'a dit, on ne fournit pas de facture normalisée. Moi, je ne peux pas prendre l'eau sans facture normalisée. Donc, on voulait acheter. Parce que tu travailles sur des événements, ton fait 100 francs. Même quand tu prends un papier mouchoir de 100 francs, il faut une facture normalisée. Donc, finalement, on voulait acheter à côté. Ils nous ont dit, non, qu'on peut vous fournir la facture normalisée. J'ai donné les notifications, tout ce qu'il fallait, IFU, et le numéro de l'entreprise qui était sur la facture. La dame a fourni la facture, elle envoie la facture sur le numéro qui était sur l'IFU. Mais moi, je m'attendais à ce qu'elle me demande sur quel numéro on va vous envoyer la facture. Je dis, maman, parce qu'elle peut bien me mettre au monde. Je dis, maman, vous pouvez me renvoyer la facture sur moi, mon numéro, parce que le numéro, là, c'est pas chez moi. Elle s'est mise à parler un fond que je ne comprenais pas. Je pense que c'est... Est-ce que je dis l'ethnie? Je sais pas si c'est du Wémé ou bien du Poto. Elle m'a descendu du haut vers le bas hier. Que n'est pas tout compliqué. Je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que la vente, en fait, ça nécessite ça? Mais comme je ne voulais pas répondre, j'ai dit d'accord, merci. Okay. Je suis partie. Et le silence vous a grandi. Merci beaucoup, Marvin. Heureuse, bonjour et bienvenue. Merci, Jennifer. Si vous ne voulez pas nous soigner aujourd'hui. On vous a attendu tout le temps. Les téléspectateurs se demandent, mais où est Heureuse? Elle est là. Merci d'être venue. C'est un plaisir. Alors, avec vous, on va parler santé. Je faisais justement une annonce de votre rubrique en titre. Et on va passer tout de suite à Instant Santé avec Heureuse Danondé. Comme hier, Heureuse est là pour nous éclairer sans invité, j'ai envie de dire. Oh, ben l'invité, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Bien sûr, on a préféré quitter le plateau, faire un entretien dans son laboratoire. Il s'agit de l'urologue andrologue Magloire-Yevi, Inès Magloire-Yevi, voilà, qui n'est pas au pays, mais qui a quand même accepté nous accorder l'entretien. Avant. N'est-ce pas? Nous accorder l'entretien avant son départ sur Pretoria. Donc voilà un peu. Je vais inviter les téléspectateurs à suivre cet entretien sur le cancer de la verge, l'un des cancers masculins. Et après, on revient pour le petit échange. Un petit bouton, une simple irritation. Et pourtant, chez certains hommes, c'est le début d'un long cauchemar. Beaucoup d'entre eux sont ignorants, certains ne veulent rien en savoir. Le cancer de la verge, une maladie rare, mais dévastatrice, souvent diagnostiquée trop tard. Aujourd'hui, Heureuse sur le terrain vous emmène au laboratoire de Magloire-Yevi, médecin urologue. Avec lui, nous allons comprendre comment un petit bouton, un simple bouton, peut conduire à la destruction d'un organe essentiel à la virilité et à la vie intime. Alors docteur, merci de nous recevoir chez vous dans votre laboratoire de recherche. C'est un plaisir. Alors, comment est-ce qu'un petit bouton peut devenir un cancer? Ah oui, un petit bouton peut devenir un cancer et devenir un cauchemar dans la vie d'un homme. Oui. Parce que il y a un bouton qu'on appelle le condylome accumulé. Le condylome accumulé. Oui. Et ça apparaît souvent dans l'aire génitale de l'homme comme de la femme. Ah, mais de la femme aussi? La femme peut faire le condylome accumulé. Ah, d'accord. C'est des boutons en crête de coq qui
qui apparaissent, de petites boules de rien du tout, qui apparaissent souvent sur la verge. Vous savez, la verge est composée du gland, du sillon dit balanopropicial, qui est le creux à la base donc, du gland, et le corps du pénis, qui est là où la peau recouvre jusqu'à la racine, où il y a les poils au niveau du pénis. Alors, les crêtes de coq peuvent apparaître à ces endroits-là, chez l'homme, à tout moment de sa vie sexuelle. Et donc, ces boutons qu'on appelle les condylomes acuminés sont des crêtes de coq qui apparaissent au décours d'un contact sexuel avec une femme qui est infectée. Ou aujourd'hui, dans notre contexte sexologique, avec un homme qui est infecté. Que ce soit les rapports sexo-anaux, sexo-buccaux ou sexo-sexuels. Bon, oui, c'est une fois que le partenaire... Oui, parce que c'est condylomes, oui, ça peut apparaître à tout moment dans cette chambre de rapport sexuel. Il suffit que votre partenaire l'ait et que vous ayez eu des rapports sexuels non protégés avec votre partenaire et bonjour, le bouton apparaît. Mais moi, je ne vous arrête pas. Mais comment on peut avoir ce type de microbe? C'est un virus qui cause ça. C'est un virus qui cause ça. C'est le virus de l'herpès. Human papilloma virus. Le virus qui... Oui, on en parle. Qu'on n'a pas chez les femmes. Oui. Vous savez, c'est ce virus qui va entretenir, donc, induire la survenue du cancer du col de l'utérus chez la femme, dans la plupart des cas. Quand on néglige cela et qu'on ne traite pas cela. Chez l'homme aussi, ce petit bouton peut évoluer tout doucement vers le cancer. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Dès que le bouton apparaît, même la première fois, je pense que le mieux c'est de s'inquiéter. Oui, parce que ne pas s'en inquiéter, c'est ne pas aller à l'hôpital. Ne pas aller à l'hôpital, c'est ne pas trouver le moyen de soigner cela. Encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui se font et qui font disparaître ces lésions et avec le temps, ça réapparaît. Les lésions rebelles. Oui, très très rebelles, oui, ça revient souvent, sauf quand on fait le bon traitement. Quels sont les signes d'alerte en quelque sorte? Les signes d'alerte, c'est quand vous regardez votre verge, vous savez, un homme qui ne veut pas avoir de problème doit examiner ses organes sexuels régulièrement, au moins une fois. Un auto-examen Un auto-examen, voir la verge, lui soulever la verge et la regarder, voir le gland de bout en bout, soulever, regarder tout le corps, voir s'il y a un élément nouveau qui apparaît. Et parmi ces éléments nouveaux, il y a des plaies qui sont propres, des plaies qui sont sales, qui peuvent apparaître, des plaies bien limitées. Vous pouvez avoir des boutons qui apparaissent. Parmi ces boutons, donc, on a donc, ce condylome acuminé, des plaies qu'on appelle des chancres. D'accord. Il y a des chancres mous, des chancres... Tous ces éléments qui peuvent apparaître sur le sexe de l'homme et dont on ne parle pas beaucoup et qui peuvent malheureusement être la base de complications plus tard. Dans le cadre donc, de ce bouton dont on parle aujourd'hui, le condylome acuminé, lorsqu'on ne le traite pas, ça évolue vers le cancer de la verge. Donc cette infection donc, virale, d'abord, à Human papillomavirus HPV, va dans le temps évoluer et entraîner une dysplasie au niveau des cellules. Ça va induire une multiplication cellulaire anarchique, anormale, aux dépens donc, du pénis et donner donc, le cancer du pénis qui va devenir une vraie tumeur qui va se développer et qui va prendre du volume sur le pénis. Et ça arrive à tout âge ou il y a des personnes à risque? Ça dépend de l'exposition. Vous savez, à partir du moment où l'homme a une activité sexuelle, il est capable, quel que soit l'âge. Après un rapport sexuel avec un partenaire malade en quelque sorte, combien de temps après un tel bouton peut survenir? Généralement au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine. Oui, au bout d'une semaine. Vous voulez voir plus après la ressemblance du pénis? Voilà. Oui, c'est une vraie tumeur qui prend, ça se développe, une excroissance qui devient une vraie tumeur, souvent muqueuse, et qui peut se curer dans ce cas, ça peut faire du pus, sentir mauvais, oui, ça fait mal. Donc, tout dépend du degré d'infiltration du pénis en ce moment-là. Donc ça évolue, c'est d'abord superficiel, puis après... Ceci par exemple a déjà évolué, ça a en quelque sorte quel âge?
Oh, celui-là, quand ça commence à grossir, en une année, vous avez un gros volume. Il y a plein de... Et à cette étape, est-ce qu'on peut toujours guérir? Oui, si on découvre ça à temps, on fait des explorations. Donc le diagnostic se fait sur la base donc, de la biopsie. On prélève la tumeur et on va l'analyser à l'examen anatomopathologique. Et cet examen va conclure que c'est un cancer du pénis. Une fois que le diagnostic est fait, on fera ce qu'on appelle un bilan d'extension. Ce sont l'IRM, le scanner, qui vont évaluer l'atteinte à distance des organes. Si, tant que les organes à proximité, c'est-à-dire au niveau du petit bassin, ne sont pas touchés, les ganglions ne sont pas touchés, la chance qu'on a chez ces patients, c'est de leur réaliser une amputation partielle du pénis. Partielle ou totale en fonction donc, de l'évolution en ce moment, de l'évolution au moment donc, du diagnostic. Celui-là, il devient quoi finalement? Eh bien, c'est un homme avec une verge amputée. C'est malheureusement ça, c'est pas facile. La fonction urinaire et autres là, ça quoi? On essaie de les conserver parce que quand on fait ce genre d'intervention, nous faisons ce qu'on appelle une marsupialisation de l'urètre, c'est-à-dire on ramène l'urètre à la peau pour permettre à l'urètre de sortir aisément. Donc sur le plan missionnaire, si c'est un bon chirurgien qui l'opère, et il y en a de bons par ici, il va uriner normalement, seulement qu'il n'aura plus toute sa verge. En fonction de la gravité, on peut enlever donc, le tiers antérieur, les 2 tiers ou toute la verge. Donc le tout dépend donc, de l'importance de l'infection. Après l'ablation, en quelque sorte, est-ce qu'on peut avoir des prothèses? Oui, merci d'aborder la question des prothèses. En urologie, dans nous qui nous occupons donc, de l'appareil génital masculin, les prothèses péniennes se mettent sur des verges en bon état. Parce que les prothèses se mettent à l'intérieur des corps caverneux qui sont à l'intérieur de la verge. Et il faut introduire le matériel à l'intérieur du corps caverneux. Dans ce cas précisément, avec l'amputation, le corps caverneux part avec l'amputation. Parce que la prothèse n'est pas un élément nouveau qui va porter, mais on le met à l'intérieur de la verge entière. Donc, la verge étant entamée dans son entièreté, ne peut plus avoir une prothèse efficace. Il n'y a pas moyen de trouver en quelque sorte une verge artificielle? Non, sauf les verges, les cestoïdes. Si il accepte d'utiliser les cestoïdes, c'est la seule possibilité qu'on a à partir de ce moment-là. L'homme lui-même doit apprendre à s'examiner. Quand vous prenez la douche, regardez votre verge, soulevez-la, tournez-la, retournez-la, regardez la base, regardez vos bousses, les testicules, essayez de les palper. Voyez si tout est en ordre. Regardez bien votre pubis, regardez si tout est en ordre, s'il n'y a pas de souci. S'il y a un souci, allez voir un médecin. Si le bouton est déjà là, et que depuis vous vous posez la question, c'est quoi ce bouton-là? C'est quoi ce bouton-là? Et vous voyez que c'est à bout comme les crêtes de coq. C'est parfois c'est rouge, parfois c'est ça la couleur de la muqueuse de la peau. Il faut aller voir un neurologue. Le traitement existe. Au lieu, parfois les gens utilisent des pommades et qu'on sort pour faire partie ça, mais quand ça part, ça revient. Si un bouton apparaissait donc sur votre verge, tenez-vous calme, allez voir l'urologue et faites-vous traiter à temps parce que ce petit bouton peut vous conduire à un cancer, et un cancer qui va vous faire perdre une partie pour la totalité de votre verge, au mieux des cas. Sinon, ça vous donnera la mort. Que Dieu vous en parle. Vous avez une peur aux enfants. Franchement, une question sensible, une question un peu taboue parce qu'on le sait, on n'a pas l'habitude de parler de ces organes-là, voilà, au grand jour, mais ça peut couvrir un mal. Donc, merci justement d'avoir fait la lumière sur ce malheureux. Beaucoup d'hommes vivent la chose, hein. Beaucoup vivent la chose, mais à cause de là où ce bouton-là se situe, ils ont du mal même déjà à aller voir un médecin. Et puis, le médecin, je ne sais pas si c'est dans l'intervention, mais il a dit, on passe des pommades, ça part. Bien sûr. Mais ça revient toujours. Et c'est à l'hôpital qu'on pourra vous faire une extraction jusqu'à la sauce. Et là, ça sauve. Mais si vous restez chez vous et vous êtes là à mettre la pommade ou à utiliser les produits qu'on vous propose un peu sur le marché, partout, ça grandit. On a eu des images. Ça prend soit
le prépuce, où ça prend toute la verge. Et du coup, là, il n'y a plus possibilité. Il n'y a plus possibilité et il n'y a même pas de prothèse pour ça parce qu'on retire la verge. Absolument. La prothèse, c'est pour les personnes souffrant d'érection. Donc, on a compris à travers les images. Mais l'important, c'est aujourd'hui la prévention. Le médecin a dit, on n'a pas pu intégrer ça à l'intervention. Et ici, il faut la fidélité. Qu'on le veuille ou pas, il faut que l'homme et la femme soient fidèles l'un à l'autre. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Ce n'est pas uniquement par pénétration vaginale ou anale, mais même buccale. Parce que c'est un problème on peut d'herpès. choper ce cancer-là. Oui. Si quelqu'un d'autre l'avait sur les lèvres... l'herpès buccal, bien sûr, il récupère. Et maintenant... Donc, c'est les hommes qui disent non, je ne suis pas allé jusqu'à là. Exactement. Ce n'est pas ça. C'est un risque. Enfin, je ne vais pas utiliser la bouche, c'est un peu comme les médecins, les dentistes le disent. L'état de notre bouche dit tout sur notre état de santé. Tout se passe dans la bouche, en quelque sorte. Tous les microbes ont des symptômes ou ont des signes à travers la bouche. Dans la cavité buccale. Dans la cavité buccale. Vraiment. La fidélité, et si ce n'est pas fidélité, franchement... Prendre les précautions. Prendre les précautions, parce que on parle là... Non, mais quelle précaution encore quelle précaution encore si ce n'est pas uniquement par... oui, parce que la précaution, la précaution prise, c'est utiliser un genre de préservatif pour la prophylaxie. Mais voilà que vous pouvez utiliser le préservatif, et quand même choper ça quand même. Parce qu'il y a d'autres choses. Bien sûr, il y a d'autres moyens de contracter le mal. Et avec... l'homosexualité qui grandit aujourd'hui sous nos cieux et tout, ça a facilité le développement de tout ça. Ça a facilité également le développement de tout ça. Maintenant, la prévention et le réflexe d'aller voir le médecin. Il a dit que, tel qu'on le dit aux femmes, autopalpation des seins, mais que il faut examiner, il l'a dit, il faut examiner presque tout le temps son appareil génital. Autopalpation du pénis, de l'appareil génital masculin, pour constater même s'il y a un petit changement de peau. C'est une alerte tout de suite. Il faut systématiquement voir l'urologue. Et que ce soit une femme ou un homme, je crois qu'ils sont quand même très habilités à garder les secrets. Ce sont des secrets professionnels et ils pourront vous aider à avoir satisfaction. L'important, c'est de s'y prendre tôt. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. Pour ne pas avoir de l'ablation. Oui, je pense que c'est une alerte, il faut éviter ça. Ghislaine, Marvin, vous avez suivi également. Le sujet est suffisamment choquant. Oui, très. Et quand on dit que ça peut aller jusqu'à l'ablation... Absolument. Et il n'y a aucun moyen de rattraper, pas de prothèse, rien. Je disais tout à l'heure même que nous, les femmes, on a des problèmes, mais on sent que pour les hommes, c'est pas facile non plus. Surtout quand ça se déclenche, c'est plus compliqué dans le traitement. Et c'est davantage plus compliqué parce que les hommes, ils sont trop secrets. Ah ouais, exactement. Ouais. Quand ça rentre dans l'intimité, les hommes n'aiment pas aller consulter. Les hommes n'aiment pas du tout aller consulter. Et le médecin qu'on a reçu lundi disait ça. Il faut forcément aller consulter. Et quand on dit je vais chez le gynécologue, ce n'est pas forcément parce que je suis frivole ou que tout là. Il faut déjà le faire forcément. Quand la femme commence à dire je vais chez le gynéco, on pense que soit elle est enceinte, soit elle a... Voilà, donc du coup... Et par rapport à ça nous a collé à la peau. Mais par rapport à ça, il faut que dans des administrations, aujourd'hui même au niveau étatique, les dispositions sont prises où toutes les entreprises, publiques comme privées, doivent assurer leurs agents. Les hommes ont l'assurance, mais très peu vont se faire consulter. Ils disent, bon, je prends l'assurance pour madame, je prends l'assurance pour les enfants. Moi, combien de fois? Mais là, il faut y aller, il faut profiter de ça. Il ne faut pas attendre de tomber malade. Des consultations de routine. Tout à fait. Merci beaucoup, Heureuse. Marvin, vous avez également suivi un peu un mot. Le visage de Marvin dit tout, en fait. D'accord, elle ne veut pas se prononcer. En tout cas, merci encore, Heureuse, d'avoir abordé la question qui est quand même d'intérêt et très important. Patrick, merci d'être resté avec nous depuis le début de l'émission. Oui, c'est moi. On va vous dire au revoir et installer Marcel Arrossi pour la revue de presse.
Marcel Arrossi, qu'est-ce qu'il va encore nous annoncer? Parce qu'il lit les journaux en début de journée, très tôt le matin, il nous fait la synthèse et il nous informe. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Déjà, bonjour Marcel. Jennifer, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue Marcel. Bon, tous vous répondent Parfois quand même. la lecture peut commencer la veille. N'est-ce pas? La veille. Bien sûr. En tout cas, bon travail à vous. Déjà pour 2026, il existe une situation impensable. Qu'est-ce que c'est? Nous démarrons aujourd'hui avec le quotidien Gaskiani Info qui dégoupille ce matin une bombe institutionnelle et s'interroge sans détour. Législative 2026, l'impensable scénario, oui, l'impensable, celui d'un Parlement vide, sans députés, sans voix, sans contrôle. Un cauchemar démocratique que le Code électoral, dans sa froide logique, semble avoir rendu possible. Le quotidien décortique, analyse, met à nu une réforme électorale aux allures de piège mathématique, un seuil de 20% par circonscription, un Everest pour des partis émiettés, une muraille pour les formations sans maillage national. Et Gaskiani frappe encore fort. Ce seuil, dit-il, n'est pas qu'un chiffre, c'est une barrière politique, un tri sélectif, mais très sélectif, un filtre impitoyable. Alors, pour ne pas disparaître, les partis sont invités à fusionner, à se coaliser, à penser au-delà des égaux. Mais l'alliance, on le sait, n'est jamais une évidence dans un pays où les ambitions s'entrechoquent plus souvent qu'elles ne s'accordent. Et si, malgré tout, aucune coalition ne parvenait à franchir la barre, le journal pousse la réflexion jusqu'à l'absurde. Un Parlement sans élus, un État sans législateur, une démocratie sans voix, un vide institutionnel abyssal. Et pendant que certains craignent l'impasse, d'autres contestent la porte d'entrée même du jeu. Le journal Le Matinal relate, preuve à l'appui, la bataille judiciaire du parti Les Démocrates. Recalé par la Sénat, il refuse la résignation et embrasse le recours comme une arme. Le quotidien rapporte la voix ferme de Guy Mitokpe, porte-parole du parti, qui martèle: nous restons debout, un cri de résistance, un refus du silence, car pour les démocrates, cette irrecevabilité sonne comme une mise à l'écart préméditée. Le Matinal explique, la Sénat a rejeté la liste du parti, mais la Cour suprême est désormais saisie. Le verdict, il peut prendre des mois. Mais attention, le journal souligne que ce recours n'est pas suspensif. Le processus électoral, lui, continue son cours imperturbable comme une horloge indifférente au cri du héros. Vivement que la voix de la raison l'emporte. Vivement. En tout cas, Marcel, la presse évoque un autre grand pas franchi hier. Bien sûr, l'ANIP remet officiellement la liste électorale à la Sénat, un geste technique, certes, mais à haute valeur symbolique. L'acte se déroule au siège même de l'institution. Nous parlons de la Sénat dans une salle empreinte de solennité selon la presse dans sa globalité. La Nation s'attarde sur le rituel institutionnel, décrit les échanges, met en relief la précision du calendrier. 60 jours avant le premier scrutin, ni plus ni moins. Et là, Aristide Adjinakou-Yanwi, directeur général de l'ANIP, fait sonner la rigueur républicaine. Nous réaffirmons notre engagement à garantir la qualité et l'intégrité des données électorales, déclare-t-il comme un serment d'ingénieur au service de la transparence. Et face à lui, Saka Lafia, président de la Sénat, rend hommage à la diligence de l'ANIP, remercie, salue et rassure aussi. Le respect du calendrier nous facilite la tâche et réduit notre marge de stress, glisse-t-il avec un sourire de responsabilité, constate le journal. Bénin intelligent, lui, poursuit la métaphore. Désormais, la Sénat tient entre ses mains le cœur battant du scrutin. L'ALEI, ce fichier sacré où chaque nom, chaque numéro, chaque circonscription devient la pierre d'un édifice démocratique. Le quotidien souligne la confiance retrouvée entre institutions. Fraternité, de son côté, voit dans cette remise un pas de plus vers les élections générales de 2026 et le mot « pas »
résonne comme une métaphore aussi, un pas méthodique, mesuré, mais déterminé sur la route du grand rendez-vous démocratique. Le quotidien déplie les enjeux, explique les textes en rappelant la loi, article 17 notamment du Code électoral. 60 jours avant le scrutin, la liste doit être transmise. Et cette fois encore, les délais sont tenus, le cadre respecté, la confiance entretenue. Et désormais, souligne Fraternité, la Sénat détient l'outil central pour la suite. Formation des agents, répartition du matériel, affichage public, etc. Tout est en place pour que la route vers janvier 2026 s'ouvre sous le signe de la sérénité. Merci beaucoup, Marcel, pour toutes ces informations très, très intéressantes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Avec le même plaisir. N'est-ce pas? Et toujours. Le même engagement. Alors, chères dames, toujours. C'est clair. Dernier round. Tout le monde descend. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il en a dans le physique et dans la voix. N'est-ce pas? Oh là là, ça c'est une petite déclaration. Alors, pour finir rapidement, chères dames, vous n'avez pas un mot pour moi, pour les téléspectateurs? Moi, je m'attendais à une invitation à la fin de ce D'accord, donc vous m'invitez. Merci, Heureuse. Ghislaine. C'est terrible, quoi, la dame. Les brioches de MP. Les brioches de MP. On ne compte plus sur ça. Les brioches pour demain. Merci beaucoup. MP doit parler. Je parle pour vous. Je sais. Les sous de Ghislaine. Les sous. Merci. Réponse percutante. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir passé ces 2 heures d'émission avec vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre chef d'édition, Karamatak Bataou, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous accompagne depuis lundi, chapeautée par Christelle Sagboran et Émile Huenagnon. À demain, toujours avec le même plaisir.